Et salut tout le monde, j'espère que ça va et voilà, un dimanche comme un autre. Sauf que ce matin je me suis levé à 6 heures direction Vichy pour le Festival des Jeux. Et comme vous voyez juste derrière, je suis arrivé au palais. Donc voilà, l'idée c'est de retrouver toute la team Ocaseo, Guillaume, Cléa. Et puis d'essayer de vous faire vivre un petit peu ce festival de l'intérieur. Donc j'ai un nouveau micro par rapport à Cannes, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Puis je vais retrouver Guillaume et Cléa et on se retrouve tout à l'heure. Et j'espère qu'on va découvrir plein de petites pépites ludiques. Allez, à tout à l'heure. Regardez, ils sont là. Comme ils sont beaux. Space Lab donc, est un jeu de construction de tableau. Le tableau en question, c'est une station spatiale. Vous avez devant vous des petits modules et autour duquel vous allez ajouter des équipements et des équipiers. Alors tous ces éléments sont des cartes uniques avec leur scoring, leur pouvoir et bien sûr leur illustration. Du coup, une carte a 4 caractéristiques. Il y a une couleur qui correspond à l'agence spatiale auquel elle appartient. Il y a un métier parmi 4. Il y a des pilotes, des chercheurs, des médecins, des mécaniciens. Il y a un coût. Le coût, ce sera le nombre d'autres cartes de sa main qu'il faudra défausser pour la jouer. Un petit peu comme dans Forêt Mixte. Et là, vous avez un scoring de fin de partie, dans la plupart des cas, qui va être soit des points bruts, soit conditionnels, avec des éléments de collection ou de synergie avec les cartes, avec les autres cartes. À son tour de jeu, on a 2 actions possibles. Soit on prend des nouvelles cartes, soit on pose des cartes de sa main. Alors pour prendre des cartes, la façon la plus standard, c'est de révéler les 3 premières cartes du paquet et de garder toutes les cartes d'une couleur. Sachant que toutes les cartes qui ne sont pas choisies, là je choisis les 2 vertes, sont placées dans un centre de recrutement qui est à disposition des autres joueurs qui peuvent y prendre toutes les cartes de la même couleur. Donc là ça va peut-être commencer à devenir intéressant pour le joueur d'après de prendre 2 rouges ou une autre couleur. Lorsque on s'est constitué une bonne main, on va pouvoir poser des cartes de sa main. Pour poser des cartes de sa main, on a le droit d'en poser autant qu'on veut tant qu'on paye les coûts associés. Par exemple là je peux poser ce magnifique médecin à 2 en défaussant 2 autres cartes de ma main sans contrainte. Là il se trouve que j'ai placé un médecin à un emplacement qui en demandait un, ce qui va me permettre de déclencher un bonus, entre autres de repiocher une carte, lab. Voilà, et ensuite comme j'ai le droit de poser autant de cartes que je veux, je vais choisir de poser cette carte à 0 qui est un chercheur que je place ici. Et là l'emplacement demandait un chercheur et donc je vais donc pouvoir prendre un programme spatial parmi 2. Les programmes spatiaux sont des éléments de collection supplémentaires qui vous donneront des scorings. Là, vous avez 4 exemplaires de ce projet d'observation de trous noirs et ça vous vaudra 1 point en fin de partie ou 10 si vous en avez au moins un deuxième. Là, vous avez un scoring qui valorisera le métier de pilote. J'en ai pas trop dans ma station. Donc, je vais plutôt prendre celui-là. Celui-là, je le place en dessous. Hello, c'est Théo de Lucky Duck Games et je suis là pour vous montrer Dark Quarter. Alors Dark Quarter, c'est le nouveau jeu de notre studio de développement. Donc on est sur un jeu 18+, il est estampillé 18 parce que les sujets abordés et le ton utilisé est cru. Voilà, sexe, drogue, pas rock'n'roll mais voilà, on est dans la New Orléans dans les années 80.
Et on va être sur un jeu qui va être un petit peu un croisement entre Destinies et Chronicle of Crime. Donc c'est un coopératif, jeu d'enquête, mais on a ce système de plateau aussi qu'on avait dans Destinies, avec ce système de réussite. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, quand je vais jeter mes dés, on va faire le total. Alors ça c'est une réussite automatique, mais admettons que j'ai fait autre chose que ça, pour l'exemple. Là j'ai fait 6. Selon la capacité qu'on vérifiait, 6 si je suis là, j'ai une réussite. Donc après on va pouvoir améliorer nos cubes. Donc ça va toujours être qu'est-ce que je recule, parce que est-ce que je veux essayer de faire 3 réussites, dans ce cas c'est lui que je vais essayer de ramener, ou est-ce que je veux m'assurer d'en avoir une et dans ce cas je vais ramener ça. Ce petit système là est plus sympa que juste dire j'ai une valeur, genre j'ai 4 je connais pas hein, les 3 trucs, les 4 trucs, mais voilà, le système en tout cas est celui-là. Donc voilà, après c'est des grosses enquêtes, c'est 2 heures par enquête. Et voilà, on a des persos avec différents decks, différents pouvoirs. Voilà, et on aura l'extension qui va sortir, qui ajoute encore des scénarios en plus. Alors Wild Venture, on est sur un jeu à 2 joueurs. Et on est sur du combo de cartes, avec des règles ultra simples. Par contre, en termes de combo, il y a de quoi bien s'éclater. Donc voilà, on est, je dirais, sur de l'intermédiaire en termes de difficulté, sur des parties de 40 minutes. Toutes les cartes sont uniques. Donc au début du jeu, on va choisir chacun un personnage. Il y a la grenouille, le lapin et le corbeau. Voilà. Ça nous donne un petit pouvoir au départ. Donc admettons qu'on soit comme ça. Voilà, alors le jeu est hyper simple. À mon tour, j'ai 2 actions possibles. Première action, c'est jouer une carte. Donc par exemple, Joe le costaud, il me coûte 6 d'argent. Donc bon, on a une réserve d'argent, là j'en ai pas, mais voilà. Et là, tu vois, c'est le nombre de provisions. Donc tu prends de la réserve, les pièces elles ont un côté provision. Ça devrait être dans l'autre sens d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc première action, jouer une carte. Il y a 3 types de cartes. Il y a les bâtiments, il y a les villageois et il y a les équipements. Ok. Deuxième action possible, c'est d'utiliser une carte, tout simplement. Quand j'utilise un villageois, je vais retirer une provision et je vais faire son effet. Le truc, c'est que quand il n'aura plus de provision, à la fin de mon tour, il ira dans ma pile de scoring. Donc en fait, tes combos que tu crées, ils vont disparaître pendant le jeu, il va falloir en recréer constamment. Du coup, on ne se retrouve pas avec 150 cartes sur la table. Et c'est aussi important de voir ceux que tu veux scorer, parce que je vais expliquer le scoring après, mais... Donc voilà, il y a ce côté réflexion, recréer ses combos. Les équipements, c'est un petit peu différent. Tu vois, là, la condition, c'est piocher au moins une carte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un pioche une carte, il va prendre une provision et il va la convertir en argent. Donc même si c'est toi qui pioches une carte, tu vas me prendre une provision. Le truc, c'est que quand il sera vidé, je vais faire l'effet de la relique et je vais le scorer. Donc à la fois, ça vaut le coup de me prendre un peu d'argent dessus, mais ça va me faire mon effet aussi. Et les bâtiments, alors est-ce que j'en ai en main? Je ne crois pas. Ouais, alors ça, c'est nos bâtiments de base, donc ils ne marchent pas pareil. Mais en gros, les bâtiments, c'est des effets... quand je fais ci, il se passe ça. C'est marqué en bas, ouais, voilà, en voilà un. Donc les bâtiments, on les joue sur la ligne du bas. Hop, anti-gaspi. Lorsque vous défaussez une carte équipement ou plus, vous pouvez jouer l'une d'elles en payant son coût. Voilà, c'est vraiment des effets, quand il se passe ci, il se passe ça. Et on pourra avoir des effets améliorés en mettant les coccinelles dessus, mais les coccinelles, on peut en avoir que 3 par partie. Donc pareil, il va bien falloir choisir quel bâtiment tu améliores. Et donc dans les effets, on a de la pioche, on a gagné de l'argent. On a une mécanique d'investissement où on va mettre de l'argent sur nos bâtiments et ça fera des points. Et on a de l'exploration. Donc l'exploration, ça te permet de monter sur ce plateau. Si j'ai 3 d'exploration, par exemple, je pourrais faire 1, 2, 3, ou je m'arrête là. Le truc, c'est que tu ne redescends pas. Juste quand tu arriveras au bout, tu finiras par redescendre à la maison, mais il faut déjà arriver en haut de la piste. Donc il va bien falloir choisir où tu passes. Et dans les effets, il y a notamment le fait d'améliorer nos cartes de départ en les retournant. C'est hyper important et c'est aussi la manière de récupérer d'autres coccinelles pour améliorer ces bâtiments. À la fin du jeu, c'est quand le deck est vide. Alors une particularité importante, c'est qu'il y a 2 decks de cartes. Là, on joue avec un deck, mais il y en a un autre dans la boîte. Tu choisis avec lequel tu joues. On a mis celui qui est le plus simple, ou tu peux mélanger les 2 decks aussi, au choix. Et le jeu s'arrête quand le deck est vide. Alors à la fin, on va scorer que ce qui est dans la réserve. Alors pour les villageois, tu vas les poser par couleur, hein, il y a 3 couleurs qui correspondent aux 3 animaux, donc pour les daltoniens, il suffit de regarder la petite icône. Et en gros, je vais scorer le nombre de cartes dans ma pile la plus faible, multiplié par la pile la plus forte. Donc il va falloir essayer d'équilibrer les couleurs.
Les reliques, tu vas compter ton nombre de reliques, tu vas multiplier par le nombre de coccinelles que tu as. Donc en gros, la coccinelle, c'est aussi un multiplicateur de score pour les reliques. Et les bâtiments, c'est l'argent que tu auras réussi à mettre dessus avec les effets d'investissement. Donc voilà, en règle, en tout cas, c'est vraiment simple. J'ai 2 actions. Les actions, c'est soit jouer des cartes, soit utiliser des cartes. Mais la richesse vient vraiment des combos de cartes qui sont tous uniques et de trouver des synergies entre elles, etc. Voilà. Et c'est donc une quarantaine de minutes. Voilà. Je vous présente le jeu Maki-san, un jeu de Maxime Asensio et de moi-même, chez Ludicali. Le but du jeu, c'est d'avoir 4 makis de la même couleur, adjacents de son côté. Les makis ont toujours une phase différente en face. Il y a 5 couleurs, 10 makis, chaque maki est unique. Je répète, 4 fois la même couleur adjacente, c'est gagné. À votre tour, vous avez le choix entre 3 actions basiques et une action spéciale. Les actions basiques, donc je joue, tu joues, je joue, tu joues, je joue. Action basique, je pioche secrètement un maki, je regarde les 2 côtés et je choisis de le mettre sur une des 2 extrémités. Alors moi, je vous le dis, j'ai pris jaune, mais ça normalement vous ne le savez pas, hop, mais je sais que je t'ai donné violet. Peut-être je m'en souviendrai, je vais essayer de m'en souvenir si je pense que tu fais les violets ou si moi je construis les violets de ton côté. Mais sinon, je retiens pas. C'est à toi de jouer. Toi, tu pioches un maki, tu fais comme moi, tu le mets à l'extrémité. Soit tu fais une autre action, par exemple, retourner un maki. C'est à moi de jouer. Et par exemple, je vais faire une 3e action possible qui est de déplacer un maki à une extrémité. Et là, je dis Maki-san, parce que de mon côté, j'ai 4 jaunes, donc j'ai gagné. Voilà. Action supplémentaire, wasabi. Je peux prendre mon wasabi, le poser sur un maki. Et là, je vais pouvoir retourner tout ce qui est à droite ou tout ce qui est à gauche. Peut-être que je sais où sont les violets et je vais les récupérer comme ça. Bon, là, par exemple, je décide de faire ça. Hop. Voilà. Maintenant, ce maki est bloqué. On ne peut plus le toucher. Sauf si toi, tu joues ton wasabi. Par exemple, tu le mets là et tu veux tout retourner. Tu me le rends. Donc maintenant, je vais pouvoir le rejouer. Mais toi, tu vas donc retourner tout cela. Voilà, il y a tout. On démarre avec un maki dont on connaît la couleur, bleu-violet. Et c'est parti. Ok, donc Philippe de Super Meeple, je vais vous présenter Dragonnier. C'est un jeu qui va sortir le 24 octobre. C'est le dernier jeu de chez Mindclash. Mindclash à qui on avait fait Anachronie, Tricarion, des choses comme ça. Là on est plutôt sur un jeu, alors chez Super Meeple on dit familial plus, d'autres diront initié, d'accord. Donc c'est un jeu qui se joue en à peu près 60 minutes en moyenne, voire un peu plus pour les premières parties. Le but du jeu, c'est qu'on va jouer des dragonniers, justement. Donc on aura chacun un plateau comme ça individuel. On va jouer des dragonniers qui vont essayer de sauver les dragons qui se trouvent coincés capturés par des braconniers. Donc les dragons capturés par les braconniers, ils sont ici et ici, d'accord? Voilà. Donc le jeu va se jouer en 5 manches. Donc on va avoir l'avancée des manches ici. À chaque manche, je vous fais un pitch rapide, hein, bien sûr. À chaque manche, les joueurs vont choisir des actions. La première chose, c'est qu'on va planifier sous forme d'enchères les actions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser des recrues pour faire une action. On en pose autant que ce qui est indiqué sur le chiffre ici. Et on va mettre un jeton pour dire c'est moi qui ai choisi cette action-là. Voilà, donc on va faire ça sur les 6 lieux correspondants. Celui-là va nous permettre de gagner des héros.
qui, une fois associé à un dragon de la bonne couleur, donc ce héros vert associé à un dragon vert, va déclencher ses pouvoirs supplémentaires, donc rapporter des habilités et des points de fin de partie. Cet endroit ici va vous permettre de recruter des jetons justement. Donc on aura des jetons classiques en gris comme ça qu'on appelle les recrues, ou des mercenaires spécialisés. La différence entre les deux, c'est que les jetons qu'on aura placés ici seront perdus et à chaque fois il faut les recruter. Alors que les jetons qu'on aura placés sur le plateau et que ce soit des spécialistes, eh bien ils vont revenir à chaque fois, ce qui évite de les racheter à chaque fois. Ici on va libérer des dragons, des braconniers. Ici on va aussi libérer des dragons mais par un système pyramidal, donc il faudra essayer de faire une espèce d'enchère à 3 niveaux. Ici on va décoincer des terrains, alors il n'y a pas toutes les cartes parce que la partie n'a pas dû être réinitialisée, mais on va décoincer des terrains, des réserves où les dragons pourront se placer. Je cherche un dragon bleu, voilà, parfait. Voilà, par exemple si je fais ça, le dragon bleu va aller sur ce terrain là et je vais monter la compétence de mon petit dragon personnel de 2 crans, j'expliquerai ce que c'est après ça. Et ici, c'est des objectifs à réaliser. Lorsque tout le monde a placé ses piles de jetons, on va faire les lieux un par un et on va commencer par celui qui a mis la meilleure enchère. Donc on va d'abord faire cette pile-là s'il y a quelqu'un, celle-là, puis celle-là. Bien entendu, tout le monde ne pourra pas avoir ce qu'il veut s'il a été mettre des enchères insuffisantes. On va recruter du personnel, comme j'ai dit, des dragons, du terrain et des objectifs. À la fin des 6 lieux, ici, on va avoir une des 2 cartes qui va agir, parce qu'il y en a quelqu'un qui va pouvoir en enlever une, qui va nous faire un malus, donc en général on perd des recrues. Et enfin on a des actions instantanées qui nous permettent d'avoir des recrues tout de suite ou des équipements. À quoi servent les équipements? C'est ces petits jetons qu'on a ici. Ces petits jetons là permettent justement de transformer une recrue grise en ouvrier spécialisé, ce qui permet de les garder. Sauf que l'avantage des recrues c'est qu'on peut les jouer partout, alors que les ouvriers spécialisés, je ne peux jouer que les ouvriers spécialités jaunes, c'est-à-dire les éclaireurs ici, ici ou ici. Ici c'est les gardiens et ici c'est les rangers. Donc il faut essayer d'avoir un panel d'ouvriers spécialisés qui correspondent bien. Voilà, et enfin on a un petit dragon personnel ici qu'on va pouvoir placer sur une pile pour profiter de son effet au moment où on place la pile. Et ces dragons là nous rapportent un tas de bonus. Par exemple il nous permet d'économiser des recrues quand on vient le poser. Il nous permet de gagner des équipements si on vient se poser à un endroit précis. Ou il nous permet de baisser notre flamme. Alors j'ai pas encore expliqué la flamme. Si on arrive premier sur un lieu. La flamme, c'est les petits jetons qui sont là-bas. Je vais essayer de déplacer la caméra, voilà. Donc les petits jetons qui sont ici. Et quand on va prendre certains dragons, qui sont juste en dessous ici, vous voyez une petite flamme qui fait monter le jeton d'un cran. Comme ça, parfois, il y a des cartes qui vont faire descendre le jeton. Et en fin de partie, ça peut arriver qu'on soit comme ça. On va regarder celui qui est le plus à droite, il n'aura rien du tout. Et après, on va compter 1, 2, 3. 3 d'écart, il va avoir 3 points. 1, 2, 3, 4. Il va avoir 4 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va avoir 8 points. Donc l'intérêt, c'est aussi de faire descendre la flamme le plus possible par rapport à celui qui l'a fait monter le plus possible. Donc il y a une espèce de bagarre là-dessus ici. Sachant qu'il y a des dragons qui font monter la flamme, ici, ici. Ça aussi, ça fait monter la flamme. Et parfois, certaines vacheries comme ça qui font monter la flamme aussi. Voilà, et au bout de 5 manches, on compte celui qui a le plus de points. Et celui-là a gagné. Alors toujours Super Meeple, toujours Philippe, toujours les présentations rapides. Donc cette fois-ci je vous présente Sanctuary. Sanctuary, j'ai pas la boîte sous la main, c'est dommage, mais Sanctuary c'est un jeu qui va sortir le 31 octobre au prix de 45 €. C'est de 1 à 5 joueurs. Voilà, donc il y a un mode solo. Sachant que si on atteint 5 joueurs, forcément plus il y a de joueurs, plus ça peut prendre de temps. Mais c'est aussi un jeu où on va, faut connaître les tuiles petit à petit pour que le temps se raccourcisse. En fait, après, quand on a fait quelques parties, on va réduire le temps. Donc attendez-vous à une première partie qui va tourner facile à 90 voire un peu plus en temps si on est à 4. Et après, on arrive à la caser à 4 à 90 minutes, voire moins. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent Ark Nova, ça va leur parler puisque c'est ni plus ni moins que la version simplifiée d'Ark Nova. Simplifié dans le sens des règles. Ça n'empêchera pas que les cerveaux vont fumer pour faire ce jeu-là. Et donc ça c'est super important parce qu'il faut savoir que j'ai déjà fait des parties avec des joueurs qui ont 150 parties d'Ark Nova sur BGA par exemple et qui m'ont dit à la fin allez une revanche. Donc c'est bon signe. Voilà, donc le jeu va consister à, on va placer sur le plateau, le jeu va consister à construire son zoo chacun, comme dans Ark Nova, en plaçant des tuiles sur le terrain ici. Donc on va placer des tuiles comme ça. Sur ce terrain-là pour construire son zoo. Bien entendu, on ne fait pas ça n'importe comment, il y a des règles. Et donc les règles sont les suivantes, c'est-à-dire qu'on va commencer par piocher une tuile dans la rivière là-bas, qui va dépendre de cette tuile ici,
qui correspond à la tuile de portée qu'on appelle. Donc cette tuile-là, ici, va dire que je peux piocher parmi les 4 premières dans la rivière là-bas. Donc une fois que j'aurai pioché ma tuile, je la place sur ma réglette, ici, et j'ai fait le début de mon action. Cette tuile-là ne bouge pas. Ensuite, je peux faire une des actions de mes tuiles. Alors il faut savoir que comme dans Ark Nova, si j'exécute une action de mes tuiles, la tuile en question, si je fais l'action de là, elle va venir ici en première position et du coup, elle va perdre en puissance. La puissance étant indiquée par les flèches. C'est-à-dire que cette tuile-là a une puissance de 4, de 3, de 2 et de 1. Donc si je veux jouer par exemple cet animal-là, que je viens de piocher, je vais le poser ici pour montrer. On a un herbivore qui vit en forêt, en Afrique. Il aurait fallu que j'ai une puissance de 4 pour pouvoir en jouer. Or, les animaux de forêt, je suis en puissance de 2. Donc j'ai intérêt à faire d'autres actions en attendant pour essayer de pousser cette tuile-là afin de pouvoir poser enfin celle-là, puisque je vais atteindre enfin ma puissance de 4. Admettons que c'est à mon tour à ce tour-ci. J'ai une puissance de 4, un animal de forêt. Et donc je vais pouvoir le poser dans mon zoo. Je le pose à l'entrée au départ et après on va s'étendre comme ça. Et du coup j'ai fait mon action et ça c'est bien ici. Et voilà, et je vais commencer à gagner des points. Les points étant indiqués en bas ici de la tuile. Et je vais avoir un effet directement. Donc je peux prendre un bâtiment de la rivière. Donc un bâtiment de la rivière. Je vais le ramener près de la caméra. Voilà un bâtiment de la rivière donc, que je pourrais mettre dans mon truc. Ça c'est grâce à ma girafe. Ma girafe en plus a un truc, c'est qu'elle a besoin d'un terrain ici. Donc il y a certains animaux qui ont besoin, alors normalement je suis censé le prendre dans mon chevalet, qui ont besoin d'un terrain là. Donc j'aurais mieux fait de le jouer là parce que j'avais déjà le terrain. Mais j'aurais pu faire ça. Voilà. Donc il y a cette notion de taille d'enclos entre guillemets qui était dans Ark Nova qui est représentée par ces petites flèches qu'on voit ici sur le bord de la tuile. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être de remplir son zoo avec des animaux, avec des bâtiments. Sachant que jouer un bâtiment c'est une action gratuite, facultative, mais qu'il faut remplir les conditions qui sont demandées. Donc par exemple, celui-ci, je dois être adjacent à une zone de 4 icônes de forêt. Sachant que j'en ai déjà une là, il m'en faudrait encore 3 pour poser cette tuile-là. Voilà, donc j'ai d'autres actions, poser des projets. Les projets, ce sont des tuiles qui ont ce symbole de circuit imprimé un peu en haut qu'on voit ici. Voilà. Donc ça c'est pareil, il faut une puissance de 3, là je pourrais le faire pour poser ce projet là. Et ça me rappelle toutes sortes de bonus, hein. Donc par exemple ici j'ai un bonus définitif qui fait que quand je pose une tuile, il y a une icône Europe, et bien je peux le faire avec une force de 2 de moins. Donc c'est un gros avantage d'avoir celle-là. Voilà, donc c'est le genre de truc que je peux poser ici. Donc on pose des animaux grâce à ces tuiles là, qui correspondent à l'environnement, l'eau, la montagne, la forêt. On a aussi comme action alternative d'aller piocher soit des tuiles dans la rivière là-bas, soit des tuiles dans la pile là-bas. Et bien sûr les tuiles on vient les mettre là. Donc le but c'est d'avoir un bon petit panel de tuiles ici et d'avoir les forces suffisantes pour pouvoir poser ces tuiles. Et bien sûr on regarde toujours combien ça rapporte de points. Donc là je suis un peu intéressé, 7 points, 8 points, donc là ça vaut le coup hein, quand même. Voilà, alors sachant qu'il y a des multiplicateurs. Par exemple cette tuile là va me rapporter 1 point par icône Australie qui se trouve dans la même zone. Voilà, donc c'est ça qu'il faut regarder aussi. Si j'ai plein de tuiles d'Australie, j'ai intérêt à essayer de poser celle-là. Ok, donc ensuite, tout ce qu'on peut faire aussi, c'est à son tour, en action gratuite, donc poser un bâtiment, comme j'ai dit, ou valider un des objectifs. On a des objectifs ici, qui sont des espèces animales, donc les herbivores, les carnivores, les reptiles, et des continents. Donc ici, si j'ai suffisamment d'icônes correspondant à un continent, par exemple là j'ai l'Europe, et j'ai posé 2 icônes Europe dans mon zoo, je pourrais poser cette tuile là qui me dit il faut 2 icônes identiques et je la pose ici et ça me fera 5 points. Après je pourrais attendre d'en avoir une 3e ou une 4e pour poser le x3, le x4 ou le x5. Voilà. Les fins de partie vont se déclencher quand quelqu'un aura rempli son zoo, les autres joueurs jouent encore un tour, ou quelqu'un a posé ses 4 objectifs, les autres joueurs jouent encore un tour, ou quand la pile de tuiles est vide, ce qui est plutôt rare ça, de ce côté-là. Et enfin, on va pouvoir, grâce à certaines tuiles, gagner des jokers qui nous permettent justement de valider les objectifs ici. Et enfin, on a des poches ventrales. Je vous laisse deviner par quels animaux on peut les avoir. Genre, non pas le serpent, le kangourou par exemple. Voilà. Et ça rapporte 2 points chacun. Voilà, le premier joueur qui termine aura un bonus de 10 points. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, mais voilà, à la fin de son tour, on défausse, on a le droit de garder que 6 tuiles. Et là, je vais vous expliquer, on va dire, 80-90% des règles déjà, en rien comme ça, en 5 minutes, vous voyez. Vous avez déjà une idée de la façon dont il faut jouer. Bien entendu, il y a d'autres petits trucs, des astuces. Si je pose ça sur des terrains où il y a des icônes, je vais gagner les bonus.
Donc voilà, on est à peu près là à 90% des règles qui existent. Tout va être expliqué sur les tuiles, sachant qu'à l'intérieur de la boîte, il y a un glossaire qui explique chaque tuile. Donc il n'y a aucune confusion possible pour dire bah, ça je ne sais pas ce que ça fait parce que chaque icône est expliquée. Donc ça permet de guider les joueurs. Et les joueurs Dark Nova s'y retrouvent parce que la combinaison des tuiles, le placement des tuiles reste très stratégique dans ce jeu-là et indispensable. Et aussi la rapidité, c'est-à-dire que si quelqu'un commence à remplir son zoo rapidement et qu'on n'en a pas posé beaucoup de son côté, il faut commencer à s'inquiéter. Voilà, donc bien sûr, celui qui a plus, on fait un décompte à la fin et celui qui a le plus de points gagne la partie. Ok, bah salut, donc là c'est l'extension de Clan Catacombes, la première, parce qu'il y en a une deuxième qui est en préparation. Donc dans celle-ci, bah, il y a des nouvelles tuiles, avec des nouvelles mécaniques, des nouvelles cartes. Avant on avait un seul dragon, maintenant on a plein d'autres monstres à combattre. Il va y avoir des gouffres voraces qui sont des trous dans lesquels on tombe. Et sinon, bah, si on veut s'en sortir, il va falloir défausser des cartes de sa main. On va pouvoir gagner des trophées, une nouvelle mécanique aussi qui fait des bonus en fin de partie ou c'est aussi de la ressource en cours de partie. On peut se défausser de certains trophées pour faire des nouvelles actions. Il va y avoir des cavernes avec plein de trésors à récupérer. Voilà. Il va y avoir des couloirs à sens unique, les verts. Il va y avoir des couloirs qui seront interdits de passage si on a un artefact. Donc voilà, donc plein de nouvelles choses à gérer, à ajouter au clan Catacombes de base pour des grosses parties de fun. Sweetland, jeu expert, donc cette fois-ci on est sur un monde acidulé. Attention, ne vous arrêtez pas sur le côté mignon de la boîte. C'est un jeu expert plus. Ce que vous voyez devant vous, c'est juste un cinquième du matériel. Donc là, vous avez un plateau de joueurs complet, donc une map monde plus leur plateau personnel. Et en haut, vous avez un tout petit bout du plateau central. Et là, pareil, un tout petit peu des ressources. Ce qui va se passer, c'est que le roi du royaume de Sweetlands a fait un coma diabétique, ça on ne peut pas l'inventer. Et donc il cherche un héritier pour prendre le contrôle du royaume et montrer qu'on peut gérer à sa place. Comment on va lui prouver ça? En accumulant le plus de points de victoire autour de la piste de score. Et ces points de victoire, on les acquiert en adaptant notre territoire à des contraintes différentes et en maximisant notre plateau de joueurs. C'est un jeu expert qui n'a pas réinventé les choses, par contre il les a très bien mis ensemble et on a vraiment une fusion qui fait un excellent gâteau, si on peut me permettre le jeu de mots. Et donc toute la partie se déroule très softement, c'est long, par contre c'est très efficace. 5 manches, à chaque manche 4 phases. On va d'abord changer de manche, ce qui va déclencher une série d'actions. Ensuite on va acquérir des choses, c'est la phase de revenu, donc tout ce que j'ai fait autour d'avant va peut-être me rapporter des choses. Et ensuite, on a la phase d'action en elle-même. La phase d'action va vous permettre, par exemple, de déclencher des actions au centre du plateau. Attention, ces actions-là, je vais devoir d'abord payer une carte, par exemple, pour m'y installer. Si quelqu'un est déjà là, je vais devoir payer 2 cartes. La troisième, 3 cartes. Sauf que je commence mon tour avec 5 cartes en main. Et ces cartes sont très importantes pour la suite du jeu. Donc, c'est votre première ressource de base, c'est le premier sucre. Les actions, ensuite, c'est très simple. Une fois que j'ai payé ma carte, je paye encore. Sinon, c'est trop facile. Donc en rouge, ce que je dépense, en noir, ce que je vais gagner. Qu'est-ce que je peux gagner? Des nouvelles ressources, du blé, du bois, des diamants. Je peux également gagner des tuiles de territoire. Et on se rappelle qu'on essaye d'agrandir son royaume. Le vert va sur le vert, le gris sur le gris et le orange sur le orange. Quand je pose ma tuile, elle doit forcément être connectée avec la capitale ou avec une tuile adjacente qui a déjà été posée. Donc je peux faire un serpentin, mais il faut forcément que le serpentin redescende à la capitale. L'intérêt des tuiles, c'est qu'elles sont recto verso.
Donc mon but va être d'en poser et de construire des routes à proximité pour pouvoir les faire flipper, donc les faire retourner et avoir un bonus en plus. Pourquoi je m'embête à construire des tuiles? Eh bien parce que pour maximiser mon royaume, il faut qu'ensuite je le peuple. Et pour le peupler, il faut d'abord des bâtiments. Sur notre plateau personnel, on a donc des gestions de ressources à gauche. On a ici surtout toute une série de maisons et de bâtiments qu'on va pouvoir acheter, débloquer grâce à nos ressources. Nous avons l'hôtel Brownie, la maison choix à la crème et la tente en fromage. Et là-haut, nous avons le bâtiment en briques de lait, parce que pourquoi pas. Donc tous ces bâtiments-là, si je peux payer le coût, je vais pouvoir les débloquer du haut vers le bas et les installer sur mon territoire sur une tuile qui est déjà posée. Ça, c'est très important. Donc si j'ai pas de tuile, pas de bâtiment. Si j'ai des bâtiments, petit effet pareil en cascade, je vais pouvoir parfois avoir l'action de poser un lapin. Les lapins, c'est des cookies lapins, c'est vos citoyens. Et le cookie lapin, il ne vit pas à la belle étoile, donc il vit dans un bâtiment. Donc si j'ai une tuile de dispo avec un bâtiment et pas encore d'habitants dedans, je vais pouvoir le ranger avec. La règle précise bien que les cookies lapins ne sont pas des bâtiments en eux-mêmes. On ne vit pas dans un cookie lapin. C'est important. Sur le plateau joueur, vous avez en fait un plateau qui se soulève. Pourquoi? Parce que la plaquette qui est en dessous, la plaquette joueur, est amovible. Vous pouvez la changer en début de partie pour prendre un autre personnage. Et surtout, les personnages sont recto verso. Vous avez à chaque fois quelque chose de différent qui peut arriver. Donc du coup, vos petits bâtiments vont vous permettre d'avoir des petits citoyens cookies lapins qui vont arriver au fur et à mesure. Comment je score, comment je gagne des points? Eh bien tout au long de la partie, j'ai 3 pions score à mon image là-haut qui vont évoluer suivant mes points de ville, mes points d'industrie en haut du plateau et des points classiques. Et tout ça, ça va se faire une petite course tout autour. C'est pas parce qu'un joueur est en tête en fin de partie qu'il a forcément gagné, parce qu'il y a un décompte final avec 2 tuiles supplémentaires qu'on n'a pas sorties de la boîte parce que ça faisait beaucoup de place, qui vont totalement changer les choses. Donc là, à ce moment-là, on va recompter la fin. Il y a quand même bien 10 minutes de comptage de points, ça c'est normal à 4 personnes sur un jeu expert. Et ça peut totalement twister le jeu parce qu'on va multiplier les points industrie de quelqu'un, ou bien on va même retirer des points à quelqu'un d'autre parce qu'il y a des points malus également. Si on trouve le jeu trop simple, il y a une variante encore plus dure dans la boîte, et il y a bien entendu un mode solo. Donc celui-là, il sortira en novembre. Et voilà, le festival des jeux de Vichy c'est fini pour moi, on est déjà dimanche en fin de journée et je vais m'arrêter ici parce que demain le cours de ma vie reprend. Mais Guillaume et Cléa vont encore déambuler dans les allées, j'espère que vous les croiserez. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez vu des jeux sympas. Dites-moi en commentaire quels sont les jeux qui vous ont le plus plu. Ça me ferait plaisir de savoir un petit peu quels jeux vous avez aimé. Est-ce que vous avez passé un bon festival tous les deux? Incroyable, mais c'est pas fini. Déjà bien fatigant, mais oui, très bien. Et ben vivement la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à aussi vous abonner aux réseaux sociaux, ça fera plaisir à Cléa qui est juste là. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ludiques. Ciao tout le monde, bye bye.